Mise en garde. Dans cette vidéo, je vais proposer des faits documentés qui peuvent déranger. Je suis ouvert à la discussion polie dans les commentaires, mais j'effacerai systématiquement tous les messages d'insultes. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'immense Neil Adams, et je vais vous parler plus précisément de l'unique travail qui m'est plu chez lui, à savoir ses X-Men. Au début, j'avais pensé ne parler que de son travail social et pas de ce qu'il a fait artistiquement parlant. Mais bien évidemment, en recherchant des informations sur l'un, j'ai trouvé des informations sur l'autre. Faut dire que le Neil, il est très bavard et il adore parler de lui-même. Mais d'un autre côté, bon, faut pas vraiment lui en vouloir, hein. La plupart des informations que vous allez entendre dans cette vidéo proviennent d'une interview réalisée par Neil Adams pour Tomorrow Publishing pour leur magazine Comic Book Artist numéro 3. Donc je vais essayer de résumer la pensée de Neil Adams, ou les propos de Neil Adams, mais ça viendra vraiment de sa bouche, même si c'est moi qui m'exprime en français. Donc ce n'est pas mon avis, c'est l'avis de monsieur Neil Adams. Neil Adams a commencé sa carrière très tôt, en fait dès qu'il est sorti de l'école. Après avoir terminé ses études dans les arts graphiques en 1959, il a tenté sa chance dans les comics, mais il s'est fait rejeter par DC. Il est alors rentré chez Archie Comics, où il a tenté sa chance dans leur ligne de super-héros, notamment avec The Fly, mais là aussi il s'est fait rejeter. Donc au lieu de faire du super-héros, il a fait du comics d'humour, avec notamment des BD pour adolescents. Il a ensuite travaillé dans l'illustration et le marketing. C'est une période pendant laquelle il s'est rendu célèbre, car il a travaillé pendant 5 ans sur un strip appelé Ben Cassie, de 1962 à 1967. Finalement, il est entré chez DC en 1967 en tant que freelance, où, après avoir fait ses débuts dans des comics de guerre avec notamment le célèbre Bob Kanigher au scénario, il a ensuite travaillé sur The Spectre et Batman dans le magazine Brave and the Bold, puis sur Deadman dans Strange Adventures, marquant d'une empreinte indélébile la façon dont les comics devaient être dessinés et racontés. Il faut vraiment comprendre que la situation de Neil Adams était exceptionnelle à l'époque, car DC ne se remettait pas en question, que ce soit en termes de graphisme, de narration visuelle ou de scénario, car ils appliquaient une règle très simple: si ça a marché pendant des dizaines d'années avant, ben ça va continuer à marcher pendant des dizaines d'années plus tard. La moyenne d'âge du staff était la quarantaine bien sonnée. Alors embaucher un petit genou d'une trentaine d'années à peine et le voir chambouler toute la technique et le graphisme qui était la norme chez DC, ça ne s'était jamais vu. Revenons sur son passage chez Marvel lors d'une interview réalisée pour Tomorrow Publishing dans le Comic Book Artist numéro 3, Neil Adams dit « Jim Steranko est la raison de ma venue chez Marvel. De passage dans les bureaux de DC où je me trouvais quasi quotidiennement, Jim m'expliqua son expérience chez Marvel. En gros, Marvel vous laisse faire ce que vous voulez et vous le faites. Concernant les histoires qu'il voulait raconter, Stan Lee lui avait donné carte blanche, avec juste quelques règles de base à suivre. Cette façon de faire était aux antipodes de celle de DC, où les artistes recevaient un script complet, les descriptions, les textes des dialogues, leur emplacement dans la case, et ils devaient s'arranger pour que tout tienne dans la page. Ce sentiment de liberté créative était à la fois excitant et un peu effrayant. Adams se rappelle avoir pensé « Que ferais-je avec ce style Marvel si je pouvais m'y frotter ?» Lorsque j'ai découvert la façon de travailler sur les comic books en venant du monde des comic strips, j'avais déjà éprouvé une grande liberté. J'ai éprouvé un tel sentiment de liberté que je me suis complètement détourné de l'illustration, alors que je pensais y faire carrière. Et la continuation ou l'évolution de ce sentiment de liberté, c'était le style Marvel. Toujours dans la même interview, Adams explique « J'ai été voir Stan Lee et je lui ai demandé quel était son plus mauvais titre. Il m'a répondu les X-Men. Je lui ai dit que je voulais le faire car je voulais pouvoir m'exprimer librement sans avoir quelqu'un continuellement regarder par-dessus mon épaule. Il m'a alors proposé ce deal. Quelle que soit la longueur de mon run sur les X-Men, une fois ce run terminé, il me donnerait une série qui se vendrait mieux. Par exemple, les Vengeurs. J'ai accepté et ça a été notre deal à Stan Lee et à moi. Stan lui a alors demandé sous quel nom il voulait travailler. Neil Adams. Stan Lee lui a alors dit que Marvel n'aimait pas beaucoup que ses artistes travaillent pour d'autres éditeurs. Tant pis, je présume que vous ne pouvez pas me laisser travailler pour les X-Men. Et Neil s'est dirigé vers la porte. Non, non, ne t'en fais pas, pas de souci. Tu peux garder ton nom, lui a dit Stan Lee. Et quel surnom est-ce que tu veux alors? Pourquoi pas Nefarious Neil? Nefarious, infâme. Donc l'infâme Neil. Vous êtes sérieux? Et ça a été la fin de cette histoire de surnom.
Neil Adams a donc commencé à travailler pour DC et pour Marvel en même temps, en conservant son nom chez les deux éditeurs. Ça a fait l'effet d'un mini tremblement de terre dans le microcosme des comic books, et suite à cette action, plus personne n'a pris de nom de plume pour se cacher. Ce qui est vraiment surprenant dans cette histoire, c'est que Gil Kane, donc le fameux artiste de chez DC, a fait exactement la même chose que Neil Adams. Il est venu chez Marvel, 1 an et demi plus tôt, il a travaillé sur Hulk avec Stan Lee, il a conservé son nom, et personne n'y a prêté attention. Mais Jim Collan a dû se faire appeler Adam Austin quand il travaillait chez Marvel. L'encreur Frankie Giacuria s'est fait appeler Frankie Ray, lorsque lui-même a travaillé chez Marvel. À ce sujet, Neil a dit « Je n'ai pas été chez Marvel avec l'intention de briser toutes les règles, mais plutôt d'expérimenter, ici et là, et de voir ce qu'il en résulterait. » Sur les X-Men, Stan Lee donna Roy Thomas à Neil Adams en tant que dialoguiste, ce qui surprit Neil qui ne connaissait absolument pas Thomas. Adams voulait travailler dans le style Marvel, en créant l'histoire et les dessins, et Thomas ne s'occuperait que des dialogues. Neil et Roy discutèrent autour d'un café de la suite des histoires des X-Men. Il semble que Thomas ne savait pas où Werner Ross, le dessinateur précédent de la série, voulait aller, avec cette histoire du frère de Scott Summers, qui était kidnappé par un type habillé en pharaon. Neil dit à Roy « Si Scott a des pouvoirs de mutant, alors il semblerait logique que son frère en ait aussi. Est-ce que je peux utiliser cette idée dans l'histoire ?» Et Roy lui donna le feu vert. Neil explique que Roy lui demanda de décrire ce qui se passait dans des notes faites dans les marges des pages, car il ne lui était pas possible d'écrire de bons dialogues au début de l'histoire s'il ne savait pas ce qui se passait à la fin. Neil était donc un artiste scénariste, et Roy un dialoguiste, mais l'un était crédité uniquement en tant qu'artiste, et l'autre en tant que scénariste. À ce sujet, Neil dit « Il n'y a jamais eu de conflit. Personne n'a essayé de savoir qui avait fait quoi, qui écrivait, qui dessinait, qui racontait une histoire. Nous étions des collaborateurs. Et la moitié du travail que je ne faisais pas, Roy s'en occupait, et vice-versa. C'est tout ce qui compte pour moi. C'était une aventure et nous y étions ensemble. » Dit comme ça a l'air très généreux de la part de Neil Adams. Cependant, Roy Thomas ne se rappelle pas du tout les choses de la même façon. C'est moins qu'on puisse dire. Je ne vais pas traduire sa longue réponse qui a été publiée dans Bleeding Cool, mais si vous parlez anglais, je ne peux que vous conseiller la lecture de l'article qui s'intitule « Neil Adams raconte des conneries ». Roy Thomas réfute les allégations concernant la guerre entre les Kree et les Skrulls. Et ce titre vous donne une idée du contenu, et du ton du contenu. Lien dans la description de la vidéo comme d'habitude. Pour une raison qui dépasse l'entendement, toutes les couvertures des X-Men faites par Neil Adams ont subi des modifications. Demandées par Stan Lee, effectuées par John Romita Sr. ou par un membre du Bullpen. Je ne vais pas disséquer toutes les couvertures, mais je vais vous donner quelques exemples pour vous donner une idée du gâchis. L'une des plus célèbres est celle du numéro 56, donc la toute première couverture du premier numéro fait par Neil Adams. Neil a dû entièrement la refaire parce que Martin Goodman, l'éditeur de Marvel, a argué que les personnages cachaient le nom du logo, alors qu'il voulait arrêter la série 2 numéros plus tard, comme Neil l'a fait très justement remarquer. Pourquoi pleurer sur le fait qu'on peut difficilement lire le nom des X-Men si on veut arrêter la série 2 numéros plus tard? Va comprendre, Charles. Avec la couverture du X-Men 57, il est difficile de savoir quelle était la mise en page originale. Marvel a fait ajouter le dessin de Bolivar Trask en bas, provenant de la page intérieure du numéro 10, et également changer les ombres de la sentinelle au centre derrière Angel, mais également les ombres sur les costumes de Cyclope et du Fauve. Dans la couverture du X-Men numéro 63, la cape de Magneto semble avoir été redessinée avec une hache, et le personnage de Magneto lui-même ne ressemble pas du tout à du Neil Adams, surtout quand on le compare avec les X-Men qui sont au premier plan, qui eux sont dans le style habituel de Neil Adams. La couverture du X-Men 65 est de bien sinistre mémoire. Non seulement Stan Lee a fait redessiner le monstre qui est sur la couverture, mais il l'a fait redessiner également dans les pages intérieures. C'est Mary Severin qui a eu la lourde tâche de refaire ce personnage. Adams avait créé un monstre se déplaçant à 4 pattes, et pour une raison inconnue, Stan Lee a demandé qu'il ait une silhouette humanoïde. Il reste uniquement une photocopie de mauvaise qualité d'une esquisse de Neil Adams pour se rendre compte de ce qu'il avait dessiné à l'origine. Dans les années 70, Sal Cartuccio, je ne sais pas comment on dit son nom, donc moi je vais dire Cartuccio, Sal, donc, a publié de nombreux ouvrages concernant l'art de nos artistes préférés, y compris plusieurs The Art of Neil Adams et plusieurs portfolios de ce dernier. En parlant de portfolio, Sal a contacté Neil en lui proposant l'idée de faire un portfolio sur les X-Men, avec 6 planches. Neil a accepté, il a commencé à travailler dessus,
et Marvel est intervenu. Ils ont dit qu'à partir de maintenant, ils allaient s'occuper eux-mêmes de faire des portfolios à leurs artistes, et donc ça laisse tomber cette histoire de portfolio sur les X-Men. Malheureusement, il n'y a eu qu'un seul portfolio publié par Marvel, ce n'était pas celui de Neil Adams. Même si Marvel a utilisé cette planche pour faire la promotion du portfolio de Neil Adams, qui en fait donc n'existe pas, malheureusement. On dit à juste titre que le run de Neil Adams sur les X-Men a dynamisé les mises en page des comics et a sauvé la série des X-Men du naufrage. Mais ce run a eu également un impact profond et moins connu sur la mise en couleur des comics en général. Jusqu'à ce run, les mises en couleur des comics des pages intérieures étaient faites en aplat, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de dégradé. C'est dû principalement au fait que le système d'impression de l'époque rendait l'impression de dégradé difficile et onéreuse. L'impression des comics était faite en cyan, magenta, jaune, noir, CMJK, et la couverture était imprimée d'une part et les pages intérieures d'autre part. Et ceci parce que la couverture contenait, elle, des dégradés, alors que les pages intérieures ne contenaient que 3% de toutes les couleurs. Il y avait un 25%, un 50% et un 100%. Par exemple, un ciel bleu, donc cyan, ça serait du 25%, alors que le costume bleu de Superman, c'était 100% de cyan. La couleur de peau des Occidentaux était faite, donc c'était un rose, c'était fait avec 25% de jaune et 25% de magenta, rouge. Il était techniquement possible pour l'imprimeur de faire 75% d'une couleur, mais ça revenait trop cher, d'une part, et de plus, les pages intérieures étant imprimées sur un papier pelure absolument de très mauvaise qualité, c'était un peu du gaspillage de faire un 75% parce que ça ne se verrait pas forcément. Donc, pendant les premières décennies de l'histoire des comics, les pages intérieures étaient faites avec 3%, 1.7, jusqu'au moment où Neil Adams, artiste phare auréolé de gloire chez DC, vint chez Marvel. Il demanda et obtenu l'autorisation d'utiliser donc les fameux 75% de couleurs, ce qui aida plus ou moins inconsciemment à faire sortir ces X-Men du lot, en plus des dessins, de la mise en page et des scénarios évidemment. Il faudra attendre quelques années de plus avant que le papier ne s'améliore, et donc la pratique d'utiliser 75% de trame se généralise à toute l'industrie des comics. Mais c'est Neil Adams qui était le pionnier à ce niveau-là. Je me souviens clairement d'un avant et un après, le choc visuel ayant été tellement intense. Les X-Men de John Byrne étaient beaux, mais ceux de Neil Adams mordaient la vie à pleines dents, étaient continuellement en mouvement, sortaient, débordaient des cases avec une intensité inégalable. En ce qui me concerne, encore aujourd'hui, inégalée. Il y a un détail qui m'a toujours fasciné dans les planches de Neil Adams, les planches des X-Men de Neil Adams, c'est sa capacité à briser les cases en faisant dépasser uniquement un morceau du personnage. Je ne sais pas comment il fait, son dessin devrait être déséquilibré et pourtant non. Quand on regarde d'autres artistes qui brisent le cadre des cases, parce que bon, Neil Adams n'a pas inventé ce procédé, et quand on regarde un artiste qui brise donc le cadre des cases, il fait généralement passer tout le corps du personnage à travers la case. Neil Adams, non. Parfois c'est une main, parfois c'est un pied, il y a toujours un membre uniquement qui dépasse. Et ça marche. C'est ça aussi le talent. Pendant très longtemps, l'unique représentation de planche originale de Neil Adams était cette Artist Edition Portfolio, Thrill Kill, publiée chez Warren dans Creepy numéro 75. 8 reproductions de planches originales pour un artiste qui a dessiné des centaines de pages, ça fait maigre. Scott Dombier, qui s'occupait des artistes éditions chez IDW, ne répond jamais directement quand on lui demande la raison de ce silence radio, et les fans présument que ça coinçait au niveau de Neil. La preuve, c'est que suite au décès de Neil Adams en 2022, Dombier a contacté sa famille, ses ayants droit, et juste quelques années plus tard, un gigantesque artiste édition contenant le travail de Neil Adams pour DC a vu le jour. À l'heure actuelle, il s'agit du plus gros artiste édition fait par Dombier pour IDW, avec plus de 300 pages et 5 couvertures différentes. Dombier a également annoncé qu'il travaillait actuellement sur un autre artiste édition, mais cette fois sur le travail de Neil Adams pour Marvel. Bien sûr, Neil Adams a beaucoup moins travaillé pour Marvel que pour DC, mais entre ses planches pour les X-Men, les Inhumains, les Vengeurs, il y a de quoi faire. On présume que la sortie de l'album Neil Adams Marvel
sera annoncé lorsqu'il ne concurrencera plus les ventes du Neal Adams DC, donc d'ici 2 ou 3 ans. Mais on n'en est pas encore là, et la seule édition potable, si on peut dire, des X-Men, c'est la galerie édition publiée par Marvel. Je vous passe les différentes versions trade paperback, vous n'avez qu'à les chercher sur Google si ça vous intéresse. La galerie édition, donc, elle a pour elle sa taille. Et il y a quelques reproductions de planches originales dans les bonus, et quelques recherches de couleurs, de mise en couleur. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de relire ou de découvrir les X-Men de Neal Adams. Je me suis bien sûr attardé sur les coulisses de ce run, sur la partie graphique, mais au niveau du scénario, il y a aussi de quoi faire, il y a du lourd. Il y a les premiers pas de Havok, la première fois qu'on a vu Magneto sans son masque, les débuts de Sauron, le retour du professeur Xavier que tout le monde croyait mort depuis des années, le retour des Sentinelles. Bref, que ce soit au niveau visuel ou au niveau des scénarios, Neal Adams a été très créatif. Sans parler donc de son apport à l'industrie des comics avec la mise en couleur. Voilà, je vous laisse avec les recommandations habituelles. Merci de soutenir mon travail avec un pouce bleu, de vous abonner, partager la vidéo, écrire un commentaire. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, l'onglet communauté de la page YouTube. Lisez plein de comics avec des dessins photoréalistes et à très bientôt. Ciao ciao.